Donc, bienvenue à ce webinaire qui s'adresse donc aux gestionnaires de bénévoles et à toute personne qui travaille avec des bénévoles. Donc, on va se concentrer aujourd'hui sur comment attirer des personnes et les retenir, avec aussi en intégrant les perspectives qu'on a en sécurité alimentaire qui peuvent être assez spécifiques selon les rôles pour lesquels vous recrutez. Donc, je vais commencer par vous faire un petit point sur notre organisme. Donc, qui nous sommes au Centre d'action bénévole de Montréal, ou CABM pour les intimes. Donc, on est un organisme communautaire qui a pour vocation de créer des ponts entre les bénévoles et les organismes. C'est-à-dire qu'on est là pour soutenir le jumelage entre des personnes qui souhaitent s'impliquer bénévolement et puis des organismes qui ont des besoins. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis ça se distingue ensuite en différents services. Donc on a évidemment le jumelage via notre plateforme web, où on a des offres de bénévolat de nos organismes membres. Donc c'est un service qui est offert à tous les organismes montréalais. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas déjà membre, vous pouvez le devenir assez facilement. L'adhésion coûte 60$ par an et ça vous permet de mettre autant d'offres que vous le souhaitez sur notre plateforme pour chercher des bénévoles. Et puis ça s'arrête pas là. Ensuite, nous, on fournit aussi un accompagnement aux gestionnaires de bénévoles, un soutien dans les périodes un peu difficiles que vous pouvez rencontrer. On peut vous appuyer là-dedans, aider à voir un peu quelles sont vos grandes questions et comment on peut les aborder ensemble. On a aussi un volet formation qui vous permet d'outiller vos équipes. On travaille beaucoup aussi au développement du bénévolat d'affaires pour voir comment le monde de l'entreprise peut soutenir le milieu communautaire, mais le soutenir d'une façon qui fait sens pour le milieu communautaire. Donc, on parle aussi de mentorat, de bénévolat corporatif, de bénévolat de compétences. C'est un peu tout ça qu'on retrouve derrière le bénévolat d'affaires. Et puis finalement, on offre un soutien à un petit réseau de popotes artisanales géré à 100% par des bénévoles. Donc voilà notre mission et nos services en peu de mots. Donc pour ce qui est du plan d'aujourd'hui, donc on va avoir une présentation en 3 temps, au fil de laquelle je vais vous inviter à participer. Je vais vous poser des questions sur vos pratiques. On va essayer de vous faire aussi émerger les bonnes pratiques que vous pouvez déjà avoir et puis les faire rayonner dans l'écosystème. Et on va pouvoir discuter aussi des enjeux que vous rencontrez précisément dans vos organismes. Donc, on va se concentrer d'abord sur le recrutement, en cartographiant un peu vos besoins, en voyant comment créer une offre attractive et puis la diffuser, parce qu'on peut avoir une très belle offre, mais si au niveau de la diffusion le bas blesse, et ça fera pas beaucoup d'effet. On verra aussi rapidement comment filtrer les candidatures, les petites choses à bien garder en ligne de mire. Et ensuite, on parlera de l'encadrement, comment créer un climat qui met en confiance les bénévoles et puis finalement comment fidéliser différents profils parce qu'on n'a plus une masse de bénévoles homogène. Là, on a plein de personnes avec différents parcours qui veulent s'impliquer et chacune avec leur motivation spécifique. Donc, je commencerai avec une première question pour vous. Quel est le poste bénévole qui est soit le plus facile, soit le plus difficile à combler chez vous? Donc, j'ai vu les retours de certaines personnes dans le petit sondage qu'on avait lancé avant le webinaire. Donc, j'ai vu notamment des rôles en animation d'atelier et les chauffeurs qui sont particulièrement difficiles à recruter. Mais est-ce que vous en avez qui sont faciles à recruter à l'inverse? Est-ce qu'il y a des organismes qui veulent se lancer pour parler d'un rôle un peu plus simple à trouver chez vos bénévoles? Ou à l'inverse, rajouter des rôles qui sont compliqués, qui n'ont pas été mentionnés dans le sondage. Donc, oui. Vas-y, Kim. En fait, Bernadette et moi, on commence notre processus justement là, de recherche de bénévoles et tout. Mais jusqu'à maintenant, là, avec les recherches que j'ai faites, ça semble être plus difficile dans les milieux scolaires pour nous. Donc, à la table des chefs, on a besoin bien souvent là, de travailler dans les écoles primaires. Donc, c'est plus difficile là, justement là, avec les recherches d'antécédents et tout. Là, c'est ça qui est plus complexe. OK. Puis de trouver en fait une belle relation là, parce que les écoles doivent quand même former les bénévoles un petit peu. Donc, d'avoir les mêmes bénévoles qui reviennent, là, de l'assiduité, là, c'est plus difficile également.
Ok, très bien. Moi, j'ai pris note. Donc, milieu scolaire. Est-ce qu'on a d'autres profils qui sont difficiles? Oui. Bernadette? Je vais, salut Kim, bonjour tout le monde. Je vais renchérir parce qu'en fait, effectivement, nous, on a comme aussi deux types de bénévoles. On va avoir le bénévole régulier aussi, qui va venir parce qu'on a une activité, mais on cherche aussi des bénévoles corporatifs. Donc, ce sont des entreprises privées, etc. Donc, il y a plusieurs, dans ce que Kim a dit, il y a effectivement le milieu scolaire, mais il y a aussi, on a une cuisine qui va ouvrir et on a aussi besoin de différents types de bénévoles. Donc, voilà. Ok, très bien. Des besoins en cuisine, ça aussi, on va en parler. Est-ce qu'il y a un autre organisme qui voudrait s'exprimer sur peut-être un rôle qui est facile à remplir? Ou relativement facile, on s'entend là. Ou tout est dur? Non, ok. Je vais y aller. Ah oui, oui, oui. Ben, nous, c'est le Centre d'action bénévole de Rivière-des-Prairies. Ça se passe très bien pour des offres de bénévolat ponctuels qu'on appelle pour certains événements, la rentrée scolaire ou une épluchette de blé d'Inde ou présentation d'un film dans les parcs. On a beaucoup de bénévoles. Où c'est difficile pour nous, c'est plus, on fait la clinique d'impôts. C'est pas évident de recruter des bénévoles pour traiter les impôts à faire. Et l'accompagnement transport pour les rendez-vous médicaux, de trouver des conducteurs, conductrices pour faire ce rôle-là. Ok, très bien. Donc là, on va peut-être pouvoir recroiser avec aussi les organismes qui cherchent des chauffeurs pour des livraisons ou pour récupérer des denrées alimentaires. Ok. Donc plutôt des rôles après en dehors du champ de la sécurité alimentaire en tant que telle, mais oui, des choses classiquement difficiles, je le comprends. Merci beaucoup Myriam. Kiné, est-ce que tu voulais parler pour le chez nous de Mercier? Moi, c'était plus du point de vue de la cuisine, en fait, parce que nous, on est dans Tétroville, donc on a les marchés publics qui se passent en ce moment au parc à chaque semaine et tout. Donc, puis on fait beaucoup de production en cuisine pour la vente. Et là, j'ai eu des appels de candidature pour du bénévolat. Fait que placer les gens dans la cuisine ou avoir des bénévoles au marché pour la vente, c'est ça, j'ai comme une facilité. Les gens sont très enthousiastes à l'idée. En général, ouais. Ok. Ils sont très enthousiastes, tu as dit. Hein. Oui. Oui. Puis là, comme Mme Pellerin a dit, transport médical, c'est très difficile à trouver. C'est un gros engagement. C'est beaucoup de temps. Nous, on travaille avec les aînés, les 50 ans et plus. On en a, des fois, il y a des chauffeurs qui nous ont dit, la personne, là, ça fait une semaine qu'elle est tout seul, puis le chauffeur, c'est la seule personne qu'elle voit toute la semaine. Là. Fait que c'est souvent les chauffeurs vont amener la personne au rendez-vous, mais aussi les rester avec eux au rendez-vous, les aider, les guider, puis les rapporter à la maison. C'est comme ça des gros engagements. C'est dur à trouver. Ok, ouais, donc là on est aussi dans la lutte contre l'isolement social qui rejoint d'autres besoins et qui fait peut-être un peu déborder les rôles. On n'est plus un chauffeur classique, on est là aussi pour vraiment amener un appui émotionnel presque. Oh, absolument, absolument. Ok, merci beaucoup pour le partage de vos perspectives. Donc là, ce que je vous inviterai à faire dans la partie d'après, donc je vous propose une petite cartographie des besoins selon la facilité de recrutement et aussi selon la priorité à recruter. Est-ce que c'est un rôle qui est absolument crucial ou est-ce que c'est quelque chose qui serait sympathique à avoir, mais pas forcément essentiel là tout de suite. Donc l'idée un petit peu avec cette cartographie, c'est, je vous donne un exemple. Donc, admettons que vous ayez un rôle qui serait assez facile à recruter, mais qui
qui n'est pas crucial. Est-ce que ce rôle-là, vous pouvez vous en servir pour débloquer le recrutement pour ce qui se trouve à l'opposé dans notre petit diagramme ici, c'est-à-dire les rôles qui sont difficiles à recruter mais qui sont cruciaux. Un exemple auquel je peux vous proposer de réfléchir un petit peu. Donc là, on a parlé pas mal de transport. Donc trouver des chauffeurs, parfois des chauffeurs qui vont au-delà de la responsabilité simple de déplacer du stock d'un point A à un point Z, mais qui aussi joue un rôle de soutien émotionnel. C'est pas forcément évident. Des gens qui ont leur propre véhicule, des gens qui peuvent assumer les coûts de l'essence si vous les remboursez pas dans votre organisme, par exemple. C'est sûr que là, on est sur typiquement la partie inférieure droite de mon petit diagramme, les difficiles à recruter et pour autant les cruciaux, ceux qui font marcher un service. Une stratégie qu'on peut envisager dans un cas comme ça, c'est de se dire, OK, ceux-là, ils sont durs à trouver. Qui c'est qui est facile à trouver? Ce qui peut être un peu plus facile à identifier comme profil, ça va être des personnes qui, par exemple, peuvent vous aider à diffuser votre besoin. Des gens qui feraient une campagne d'affichage, par exemple, qui iraient dans les commerces de votre quartier ou qui seraient assez habiles avec les réseaux sociaux. Si jamais vous n'avez pas une personne dédiée aux communications dans votre organisme, par exemple, ça peut être difficile de trouver le temps pour diffuser même vos besoins en bénévolat. Donc, avoir un bénévole qui se place au niveau de la promotion de votre besoin, et qui aide à le diffuser dans l'écosystème, ça peut être une stratégie. Typiquement, voilà, des profils étudiants qui vont chercher des rôles assez flexibles, peut-être qui peuvent se faire à distance ou qui peuvent se faire pas loin de chez eux. Ça va être assez facile à trouver. Une autre option, un autre exemple que je peux vous donner, toujours dans cette optique d'utiliser des rôles plus simples à trouver pour combler les plus difficiles, ça serait peut-être aussi des bénévoles qui ont une facilité pour gérer des petites équipes qui ont peut-être un petit parcours en ressources humaines, qui seraient intéressés à vous aider à l'étape du recrutement pour filtrer les candidatures, par exemple, pour faire des appels à des bénévoles potentiels, pour un petit peu vous débroussailler le terrain, on va dire, et identifier quelques profils qui correspondent bien plutôt que vous vous épuisiez à passer des appels et des appels en expliquant le rôle à différentes personnes qui ensuite se désengagent. Donc ça, c'est un petit exemple sur comment vous pouvez identifier différents types de rôles dans votre organisme et utiliser certains pour en recruter d'autres. Ce qui serait intéressant aussi à ce stade, ça serait de voir comment vous bon coup à ce stade-là. Est-ce que dans les rôles, par exemple, qu'on a mentionnés pour les événements. On disait trouver des bénévoles qui vont aider de manière assez ponctuelle pour des événements, ça marche bien. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que c'est facile pour ce type-là de rôle? Je pense que c'était Myriam qui nous avait donné cette perspective. Myriam, est-ce que tu es toujours là? Oui, je suis là, désolée. C'est facile parce que je pense que il se développe aussi un lien d'amitié avec les autres bénévoles et les organismes avec lesquels elles participent. Donc, si ça a été positif, ils ont le goût de le refaire à nouveau. Exemple, comme nous, là, on va avoir le cinéma plein air la semaine prochaine. Mais certains bénévoles ont déjà fait la remise des diplômes à la fin de l'année scolaire du primaire. Donc, c'est des bénévoles qui se sont déjà rencontrés, qui ont déjà fait affaire avec l'organisme. Donc, c'est positif pour eux. Ils ont envie de se réinvestir à nouveau. Puis, de plus, c'est ponctuel.
C'est Ok. ça aussi, dans nos services, comme exemple, là, c'est pas évident. J'ai déjà fait du bénévolat moi-même dans une banque alimentaire et oui, de trouver un chauffeur pour aller à Moisson Montréal ou aller chercher les denrées, c'est pas évident de trouver quelqu'un. C'est un engagement régulier. Ça, c'est plus difficile à trouver, j'avoue. Ok, donc c'est intéressant là quand même ce qui ressort de ton intervention. Donc c'est s'il y a du lien qui se crée entre les bénévoles, ça rend plus facile le recrutement et puis aussi la possibilité voilà de solliciter à nouveau une personne pour un événement futur. Ok. Mais même, je l'ai vécu moi-même parce que j'ai déjà travaillé, j'étais membre du conseil d'administration dans une banque alimentaire, mais nous, notre chauffeur, on a été chanceuse de le garder longtemps, mais lui, il sentait qu'il apportait du bien à la population, il voyait les gens attendre, il le voyait arriver avec les denrées. Donc ça le motivait suffisamment pour garder son poste de chauffeur. Mais Ok. bon, c'est ça. Ouais, il faut trouver des personnes passionnées qui sentent qu'ils sont utiles à la population ou à l'organisme. Oui. Tout à fait. Alors, on va voir un petit peu comment aller les trouver, ces profils-là, plus tard, quand on va parler de diffusion et puis des canaux qu'on peut utiliser. L'autre utilité de cet outil que je vous présente ici, c'est aussi, des fois, on a le sentiment que, bon, on a plein de rôles à remplir et puis il faut tous les remplir au même moment. Cet outil-là, il peut vous aider quand même aussi à prioriser les rôles qui tomberaient, par exemple, dans la catégorie avec la petite croix grise, difficile à recruter et puis pas essentiel absolument. Bah voilà, on aurait tendance peut-être à les mettre à la fin d'une campagne de recrutement, à pas mettre trop d'efforts là-dessus pour justement réserver le gros des efforts pour les autres rôles qui sont soit plus cruciaux, soit plus simples à recruter. Là-dessus, ce que je pourrais aussi... Oh non, on va passer à la suivante, ça va me faire une petite transition. Donc là, c'était ma question. Qu'est-ce qui marche bien? Et donc, vous voyez la petite flèche verte là pour vous inciter à réfléchir quel rôle j'ai qui est facile à trouver, mais qui peut me permettre de débloquer des situations plus difficiles dans d'autres domaines d'activité bénévole. Les étapes aussi, donc voilà, pour planifier votre recrutement, au-delà de cartographier les besoins selon une échelle de priorité et de facilité à recruter, il y a aussi des questions directrices qu'on vous encourage à vous poser. Donc évidemment, quelles sont les tâches rattachées au rôle? Ça peut paraître un peu basique, mais c'est vrai que des fois, je vois passer des offres de bénévolat où ces tâches-là n'ont pas été bien définies. On sent que c'est encore un peu flou dans l'esprit aussi des gestionnaires. Donc ça, c'est important pour être attractif de donner aux bénévoles une image concrète de ce à quoi s'attendre dans le rôle. Bien faire aussi le point voilà, sur les qualités humaines et les compétences dont vous avez absolument besoin. Et aussi s'assurer que c'est réaliste le nombre de personnes que vous voulez recruter par rapport à votre capacité d'encadrement en interne. Puis qui c'est qui va s'occuper concrètement des bénévoles une fois qu'ils sont recrutés. Donc tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser en amont pour éviter les mauvaises surprises une fois qu'on a plein de monde, parce qu'il y a à peu près rien de pire que d'avoir des bénévoles qui arrivent et puis de pas être prêt à les mobiliser et puis à leur donner des tâches et que finalement ils s'ennuient ou ils se sentent pas utiles et puis après ils partent. Donc voilà un petit peu un exemple de petite liste de questions que vous pouvez vous garder en tête quand vous envisagez un nouveau rôle, par exemple dans votre établissement. Parce que si c'est des rôles récurrents, c'est sûr que ces questions-là, vous les avez déjà réfléchies. Ensuite, ce que j'aimerais vous présenter, c'est une petite checklist. Une fois que vous avez rédigé votre offre, ça peut être un outil sur lequel vous vous basez pour vérifier que vous avez couvert vos bases et que tout est OK dans votre offre de bénévolat. Donc déjà, voilà, est-ce que j'ai un rôle qui rejoint les motivations de mes bénévoles? Donc, est-ce que je leur montre clairement en quoi ils vont être utiles? Comment ils vont pouvoir créer des liens? Parce qu'on l'a dit tantôt, la création de liens, ça va être quelque chose qui permet de retenir les gens après.
L'idée, voilà, c'est que les bénévoles, ils veulent donner de leur temps, ils veulent s'impliquer dans une cause qui leur tient à cœur, mais ils veulent aussi avoir du fun. Donc, on peut détailler les petits plus, s'il y a des choses particulières, des avantages que votre organisme offre ou des moments de convivialité. C'est le moment de le mettre dès l'offre, en fait. Ça va aider à se projeter dans le rôle et puis dans la communauté qu'on peut rejoindre grâce à ça. Ensuite, j'ai attiré votre attention sur les conditions qui vont permettre d'aller voir plusieurs profils. Par exemple, au niveau des lieux et des horaires de bénévolat. Est-ce que c'est possible d'être flexible ou non? Parce que ça va vous ouvrir des portes ou non vers certains profils comme des étudiants ou des personnes qui sont déjà en emploi et qui ont peut-être moins de flexibilité au niveau des horaires et qui ont donc besoin de la trouver dans le bénévolat si elles sont pour s'engager. Faire le point sur la durée d'engagement souhaitée. Souvent, ce que je vois, c'est des offres de bénévolat qui vont pour une durée de 3 à 6 mois d'engagement requis des bénévoles. Se poser la question pour avoir la bonne durée, c'est important. Disons que ce qu'il faudrait éviter, ça serait de demander une durée d'engagement qui n'est pas proportionnelle au temps de formation qui est requis pour la tâche. Il y a certains rôles dans lesquels c'est facile de rentrer, qui ne nécessitent pas autant de formation que d'autres. Et donc, s'assurer que la durée d'engagement, elle est en accord avec ça. Ça peut faciliter aussi votre recrutement sans vous mettre en mauvaise posture. Et puis finalement, quand je parle de conditions qui facilitent l'engagement, je vous invite aussi à voir au niveau des frais. Donc voilà, je pense aux chauffeurs notamment. Est-ce que vous remboursez le kilométrage, l'essence? Est-ce que, en tant qu'organisme dans la sécurité alimentaire, vous avez l'option d'offrir un repas ou d'offrir un petit panier de légumes, ce genre de choses qui peuvent permettre de compenser les frais occasionnés par le bénévolat en transport, par exemple, pour se rendre au lieu. Troisième point important dans votre offre pour la rendre attractive, donc ça va être faire le point sur ce que vous cherchez en tant que savoir-être, de savoir-faire, et aussi préciser pour pas faire peur aux gens, parce qu'il y a plein de personnes qui veulent s'impliquer, mais qui sont qui n'ont pas forcément confiance en elles, et qui, face à une grande liste d'attentes, souvent je vois des petits paragraphes de compétences requises, sans que les choses qui soient absolument nécessaires versus les atouts simplement soient distinguées. Et ça peut être intimidant pour beaucoup de profils. Donc, ce que je vous encourage, quand c'est possible et pertinent à faire, c'est de mentionner les opportunités que vous offrez d'apprentissage ou de renforcement des compétences au fil de l'expérience bénévole. Ça va permettre à des personnes qui ont peut-être pas coché toutes les cases de se dire je peux peut-être quand même y aller, il y a peut-être de l'ouverture pour que j'apprenne. Évidemment, ça s'applique pas à tous les rôles, c'est juste à titre voilà. Je vous encourage à le penser quand c'est pertinent pour le rôle. Puis finalement, le dernier point d'une offre attractive, c'est une offre inclusive. Donc là, on parle notamment en termes de langue dans laquelle l'offre elle est rédigée. Même si vous êtes dans l'est de la ville et que donc c'est un territoire typiquement beaucoup plus francophone, on a quand même aussi beaucoup de nouveaux arrivants qui s'installent dans ces quartiers et qui sont parfois anglophones ou en tout cas allophones. Donc avoir une offre à minima rédigée en français, en anglais, ça peut être pertinent. Et puis si vous observez que dans votre quartier vous avez une forte communauté hispanophone ou autre, arabophone, n'hésitez pas aussi à faire peut-être appel à des bénévoles qui pourront traduire votre offre dans plusieurs langues. Au niveau de l'inclusion, on parle de langue, mais on parle aussi des formats que vous choisissez pour diffuser votre offre. Moi, c'est sûr que quand je pense à la diffusion d'une offre
au début, je pense à une offre sur un site web parce que c'est le cœur du CABM, notre site et les milliers de bénévoles qui s'y baladent en recherche d'un rôle. Mais il y a d'autres formats que vous pouvez utiliser, format papier, dans la presse locale, une petite intervention dans une radio locale, un dépliant laissé à un commerce ou à un centre communautaire. Donc voilà, faut penser à une multitude de formats pour rejoindre une multitude de personnes. Puis un autre point important en matière d'inclusion, ça va être de spécifier aussi l'accessibilité et de vos locaux et des tâches requises pour le rôle. Si par exemple, en sécurité alimentaire, parfois on va avoir des ports de charge assez lourdes, donc c'est important de le mentionner dès l'offre aussi pour pas avoir une personne avec un mal de dos qui se présente pleine de bonne volonté mais qui peut pas vous aider. Prévoir aussi peut-être comment vous pouvez ajuster certaines tâches quand il y a un enjeu physique associé. Et puis l'accessibilité des locaux, ça c'est sûr que on est dans le communautaire, on n'a pas un grand choix en matière de local, donc ça peut être compliqué là de mettre un local en accessibilité universelle pour les personnes à mobilité réduite, mais c'est important de le mentionner d'entrée de jeu s'il y a des marches, s'il n'y a pas d'ascenseur, ce genre de choses, pour justement faciliter la recherche des personnes en situation de handicap qui souhaitent quand même s'engager. Et puis finalement, dans votre offre, je vous encourage à garder un langage qui est inclusif et accessible, des phrases assez courtes, faciles à comprendre, pour pas trop noyer les gens dans trop d'informations d'un coup. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à cette petite grille et checklist pour vos offres? Est-ce que ça résonne déjà avec ce que vous faites? Ou est-ce qu'il y a des points où vous dites « Ah, ça, peut-être que je pourrais le mettre davantage en avance » ou à l'inverse, des choses qui vous semblent difficiles à mettre en place? Non, tout le monde est satisfait de ma petite grille. Bon, mais je vais poursuivre dans ce cas avec une première étude de cas. Donc là, ce que je vous propose, c'est donc de se baser sur le cas du recrutement des chauffeurs-chauffeuses. On pourra aussi évoquer la question du recrutement en milieu scolaire qui nous venait tantôt, pour voir un petit peu ce que vous en pensez. Réfléchir à plusieurs cerveaux, des fois, ça peut aider. Donc là, pour les chauffeurs, par exemple, en reprenant la grille précédente, j'ai essayé d'identifier des éléments qui me sembleraient importants pour faire une offre attractive. Donc, par exemple, ça va être comme c'est des personnes qui sont sur la route, qui sont peut-être un petit peu déconnectées du reste des activités. Un premier point que je mettrais de l'avant, ça serait la place que remplissent les chauffeurs dans votre organisation, à quel point ils sont importants pour la réalisation de votre mission. Ça peut être quelque chose où vous expliquez leur place dans la chaîne de service globale, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, ce serait pas ça. Au niveau de créer des liens, une offre que je pourrais vous suggérer, je ne sais pas s'il y en a qui font déjà ça, ça serait de créer des binômes plutôt que d'avoir un chauffeur tout seul dans sa voiture avec éventuellement un usager, avoir peut-être un binôme chauffeur-passager. Est-ce qu'il y en a déjà parmi vous qui fonctionnent avec ces binômes? Je pense notamment pour peut-être des livraisons de popotes roulantes ou des choses comme ça, où c'est assez fréquent de voir de tels binômes. Ou est-ce que vos chauffeurs sont plutôt seuls dans leur voiture? On fait pas de livraison de pop-up. C'est des gens qu'on livre. Puis, non, c'est ça, en général, pour nous, c'est juste le chauffeur qui est seul. Oh, ok. Et est-ce qu'il y a certains chauffeurs qui ont déjà mentionné l'envie d'avoir un binôme chez vous ou pas forcément? Et vu qu'il y a déjà la compagnie de l'usager, ça leur convient? Pas à ma connaissance. C'est sûr que ma responsable à l'entraide
jamais, parce moi, je suis arrivée dans l'organisme au mois de mars. Elle, ça fait plusieurs années qu'elle est au centre. Puis, c'est jamais quelque chose qu'elle a abordé, fait que je pense pas que ça a été mentionné nécessairement par les chauffeurs. D'accord. C'est vrai que c'est plus dans le cas des livraisons de repas où ça va être plus requis parce que là, des fois, le stationnement est difficile ou il va y avoir aussi peut-être besoin de l'aide pour la navigation d'une adresse à une autre. Donc, je comprends que c'est vrai que dans le cas d'un accompagnement pour des rendez-vous, ça va être un peu différent. Très bien. Une autre idée, suggestion pour vos chauffeurs qui sont donc dans des rôles plus individuels, d'avoir des moments où vous les réunissez entre eux pour qu'ils puissent échanger. Donc, par exemple, avoir un déjeuner des chauffeurs une fois par trimestre ou ce genre de choses. Ça peut aider aussi à donner le sentiment de créer une petite communauté. Après, est-ce qu'il y en a parmi vous qui fonctionnent avec des listes d'appels? Ça, c'est quelque chose quand je travaillais à Saint-Tropol-Roulant et que je m'occupais de la gestion des bénévoles pour la popote roulante. La liste d'appels, elle était bien, bien utile pour nous parce que si on avait une annulation de dernière minute, je pouvais passer à une dizaine de personnes qui potentiellement pourraient me dépanner. Donc, est-ce que c'est quelque chose avec un outil avec lequel vous travaillez actuellement, les listes d'appels? Que ce soit pour des chauffeurs ou pour d'autres rôles, mais pas forcément. Parce que ça peut être en tout cas voilà, quelque chose qui vous dépanne dans les mauvais moments. Autre point que vous pouvez mentionner donc dans une offre pour des chauffeurs, ça va être le remboursement des frais d'essence si vous avez la capacité de le faire. Des fois aussi, je vois beaucoup d'usage de voitures pour des routes qui peuvent être courtes, des accompagnements ou des livraisons qui peuvent être faites en transport en commun ou à pied. Donc, n'hésitez pas aussi à varier les modes de transport quand votre territoire le permet. Et à l'indiquer dans l'offre pour recruter aussi voilà, des cyclistes ou toute forme d'autres modes de transport qui pourraient simplifier votre recherche. Finalement, dans les profils recherchés, donc là, pour un chauffeur, moi, ce que je verrais comme savoir-être recherché, ça va être la ponctualité, la fiabilité, l'honnêteté. Et puis, dans les savoir-faire, évidemment, la conduite, un permis en règle adaptée au type de véhicule qu'il faut conduire. Et dans les atouts, on aurait la connaissance du quartier et la maîtrise du français. Vous voyez, là, je les distingue des requis de manière à encourager des personnes qui parleraient pas un français parfait ou qui auraient peut-être qui seraient arrivées dans le quartier récemment, leur donner quand même une place et peut-être un accompagnement un peu plus renforcé au début. Puis finalement, dans un rôle de chauffeur, on pourrait spécifier s'il y a des ports de charge à effectuer et donc rédiger l'offre dans plusieurs langues et formats. Donc voilà une petite proposition, si vous voulez, pour une offre de recrutement qui viserait un rôle de chauffeur. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça ou des questions? Oui, Doris? Oui, en fait, ça me paraît très intéressant l'option de liste d'appels. C'est quelque chose que je n'ai pas encore mis ici sur place. Donc, voilà, c'est ça. Juste, j'aimerais mentionner ça. Ok, super, merci pour le retour. Un point que je n'ai pas mentionné aussi, mais ça va peut-être venir dans l'autre étude de cas qui concerne aussi les chauffeurs, mais plus pour la diffusion. Donc non, je ne vais pas m'avancer, je vais garder mon fil d'idée pour après, mais c'est en lien avec le bénévolat corporatif, ce que je veux vous dire. Donc voilà pour première petite étude de cas pour les rôles de chauffeurs. Sinon, donc on disait tout à l'heure, c'est difficile de recruter des jeunes dans le milieu scolaire, notamment parce qu'il y a des vérifications, des personnes pour s'impliquer dans le milieu scolaire parce qu'il y a des vérifications d'antécédents judiciaires à effectuer. Est-ce que vous avez des outils particuliers pour faire les vérifications d'antécédents judiciaires? Comment vous procédez? Oui, Kim?
Ben, en fait, nous, on s'est un peu, on a enlevé la responsabilité justement là, de la tablée des chefs, étant donné que nous, on fait plutôt l'intermédiaire entre les bénévoles et les écoles, donc on les met en contact. Et puis à ce moment-là, ben, c'est les écoles là, qui font la vérification d'antécédents, Ah, tout d'accord. simplement. Ok, ok. Très Et bien. c'est pas une méthode en soi pour nous, mais nous, on a trouvé que euh, pour un OSBL, ben, en fait, c'était peut-être plus bénéfique pour nous de simplement les mettre en contact là, et Mm. puis de juger de par eux-mêmes également. D'accord. Ok, je comprends. Bon, bah, je me note dans un petit coin de ma tête quand on parlera du filtrage des candidatures aussi de vous donner peut-être une petite piste là-dessus, mais à voir si elle est utilisable dans votre contexte aussi. Alors, maintenant, donc on a parlé de comment rédiger son offre de façon attractive, vient le temps de la diffuser dans votre écosystème. Donc là, il y a 3 choses à garder bien en tête, à moins d'avoir une offre très spécifique qui s'adresse qu'à un certain type de public, on va en viser plusieurs. Donc voilà, comment rejoindre différentes audiences, euh, comment diversifier les canaux de recrutement et puis comment promouvoir au bon moment parce que ça va être aussi ça qui fait le succès. Vous pouvez tout bien faire avant, rédiger une offre parfaite, inclusive, qui s'adresse à plein de gens différents, utiliser différents canaux, mais si vous envoyez ça au mauvais moment dans l'univers, ça risque de pas avoir le succès attendu. Donc là, on a 3 stratégies de diffusion dont on peut parler. Donc le recrutement ciblé, la diffusion attraction et les cercles concentriques. Donc ces concepts, on va un petit peu les détricoter ensemble. Dans le recrutement ciblé, donc ça c'est un type de stratégie qui s'applique quand vous cherchez une expertise spécifique. Par exemple, quand on parlait du rôle des chauffeurs, là on aurait notamment intérêt à aussi viser du recrutement ciblé. Donc là, ça va être en passant par certains milieux ou certains événements pour rejoindre des communautés spécifiques. La diffusion attraction, c'est différent. Là, ça va être quelque chose qu'on utilise pour d'abord gagner en notoriété, pour avoir une capacité d'attraction naturelle. Il y a des organismes qui, par leur localisation ou par leur ancienneté, ont cette capacité aussi à attirer les bénévoles vers eux. Ça peut être plus simple aussi quand un organisme a beaucoup de services différents qui font qu'il y a beaucoup de personnes qui vont s'intéresser à ce qu'ils font. Quand on est un petit organisme assez récent ou qu'on a certains services très ciblés, ça peut être plus difficile. Donc, la diffusion attraction peut aider à remédier à ça, notamment en faisant parler de soi sur les réseaux sociaux ou dans des petits commerces de quartier ou à votre table de quartier aussi. Donc, pas hésiter à y faire appel si vous sentez que vous aimeriez avoir un peu plus de notoriété et des candidatures spontanées. La dernière méthode, celle des cercles concentriques, là, ça va être mobiliser votre réseau immédiat. Les personnes qui sont déjà proches de vous, donc soit des employés, des bénévoles, des stagiaires ou même votre clientèle ou des partenaires communautaires. Donc, on va voir un petit peu dans un cas concret comment ça peut se matérialiser. Donc là, si je reviens à nos fameux chauffeurs et qu'on se dit, OK, comment je fais une diffusion par recrutement ciblé, des propositions que je peux vous faire, dont certaines qui viennent de la réalité, notamment le syndicat de Post Canada. C'est une réalité que des fois, des membres du syndicat vont dans des quartiers taper à la porte des organismes pour chercher des opportunités d'implication bénévole pour des employés de Post Canada et qui sont prêts à mettre en place des partenariats avec le milieu communautaire pour justement avoir des shifts de chauffeurs qui seraient comblés une fois par mois. Vous savez que vous avez Post Canada qui vient et qui fait une route de livraison ou qui vous aide pour de l'accompagnement à des rendez-vous médicaux. Donc là, j'ai mis différents exemples, syndicat de Post Canada ou de Transport Montréal. Essayez de rejoindre en fait des personnes qui ont déjà l'habitude de conduire et qui, par leur employeur, pourraient être intéressées à faire du bénévolat dans le cadre de leur travail.
On peut aussi se dire, les associations de retraités, surtout pour des rôles qui sont en journée, en semaine, ça va être particulièrement pertinent. Donc, soit vous pouvez taper aux portes de la FADOC, donc pour les recruter au sens large, soit aller vers des associations plus ciblées. Donc, il y a notamment l'association des retraités du transport en commun urbain de l'île de Montréal, l'ARCOM. Voilà, pas hésiter à sortir un peu des sentiers battus pour chercher des personnalités et des talents un peu spécifiques. Et puis finalement, des autres options, ça serait le salon de l'emploi du transport routier, où il pourrait y avoir aussi des personnes en recherche d'un premier rôle dans le secteur du transport et qui seraient intéressées pour une implication bénévole, ou encore s'approcher des centres de formation en transport. Il y en a notamment dans l'est de la ville. Donc ça peut être aussi un moyen de rejoindre des étudiants qui veulent se lancer dans le métier, mais qui auraient une première expérience nécessaire par le bénévolat. Donc, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà tenté comme ça des percées, soit au niveau d'événements spécifiques pour les chauffeurs, soit au niveau de syndicats ou du monde de l'entreprise. Mais je vous apporte ça comme une façon d'ajouter une corde à votre arc. C'est sûr que ça prend de l'énergie d'aller démarcher tout ce monde-là. Donc là aussi, peut-être repenser à la cartographie des besoins, repenser à la possibilité de vous entourer de bénévoles qui sont dédiés à ces efforts de recrutement, qui sortent des sentiers battus, qui demandent plus d'énergie que vous n'avez pas forcément la capacité de donner vous en tant que staff. Oui, Bernadette? Oui, j'avais une petite question, parce que là, on parle beaucoup de Montréal, Oui. mais si on est en région, est-ce qu'on retrouve les mêmes syndicats, le même syndicat de Poste Canada, de Transport Montréal, etc., en région? Parce que le but, c'est aussi la région. C'est une bonne question. Pour les centres de formation en transport, là, je pense qu'il y aurait d'autres alternatives. Le salon de l'emploi du transport routier, il se tient pas que à Montréal. Celui-ci, il peut se déplacer en région aussi. Pour les syndicats, là, j'avoue que je suis moins au clair là-dessus. Donc, j'y mettrai pas ma main à couper. Ouais, ça serait peut-être plutôt des entreprises à ce moment-là qu'il faudrait approcher directement, mais pas forcément des entreprises syndiquées. Au niveau des autres stratégies de recrutement que vous pouvez appliquer pour un chauffeur, ce que je propose, et puis ça peut s'appliquer à plein d'autres rôles, celui-ci, pour gagner donc un petit peu en notoriété, pourquoi pas filmer le témoignage d'un de vos bénévoles, pourquoi pas avoir une personne que vous suivez pendant un shift et dont vous montrez la réalité concrète. Ça peut être aussi une façon de donner envie et puis d'enlever certaines hésitations quand on n'arrive pas trop à se dire « Ok, est-ce que j'ai envie de faire ce rôle? À quoi ça ressemble vraiment? Je sais pas trop. » Donc là, avoir des personnes, des ambassadeurs, ambassadrices pour votre organisme, ça peut aider. Et puis finalement, la méthode des cercles concentriques. Donc là, ce que je peux vous suggérer comme petite piste, il y aurait déjà donc avoir des journées où vos bénévoles peuvent amener un ami, un collègue, pour lui faire découvrir le bénévolat dans votre organisme sans engagement. Je recommande de garder ça quand vous avez des réseaux bénévoles, peut-être petits et de confiance. Vous voulez pas non plus que, surtout si vous travaillez avec des clientèles vulnérables, vous voulez pas qu'elles soient en contact avec des personnes sur lesquelles vous avez aucune information, par exemple. Donc peut-être réserver ça pour des rôles ou sur lesquels il y a une supervision directe de votre équipe, par exemple. Mais ça peut vous aider éventuellement à trouver de nouveaux bénévoles par les connaissances de vos bénévoles déjà recrutés. Et puis, on peut voir des fois aussi, ça va être de la mutualisation des ressources avec un organisme qui est peut-être dans un quartier voisin et qui fait le même service que vous, mais d'autres jours de la semaine, et qui a peut-être des bénévoles qui seraient intéressés à s'impliquer davantage et donc qui pourraient être à la fois chauffeur le mardi pour le partenaire et puis le jeudi pour vous. Ce genre de choses, ça peut aussi aider si vous avez des véhicules que vous voulez mutualiser.
c'est quelque chose qu'on voit par exemple dans le sud-ouest où nous on est basé avec un petit camion de livraison qui est mutualisé entre différents organismes ici et puis ça aide beaucoup pour les livraisons. Et puis finalement, je vous encourage à vous rapprocher de votre table de quartier si c'est pas déjà fait, pour faire connaître vos besoins, parce que c'est aussi des acteurs importants auxquels on pense pas toujours, mais qui permettent aussi de savoir à qui vous connecter quand vous rencontrez certains obstacles dans le recrutement. Donc voilà, sur ces petites perspectives diverses et variées, j'espère que vous êtes pas trop submergés. Évidemment, il n'est pas question de tout faire, il est question de choisir ce qui est réaliste pour vos équipes et puis ce qui se prête le mieux à votre contexte. Petit point rapidement sur les candidatures, là où je veux vraiment mettre l'emphase parce qu'on le voit ici, ce qui fait une grosse différence. Une fois que vous avez tout bien fait en termes de rédaction de votre offre, de diffusion, ça va être de répondre rapidement aux candidats. On est des fois sur des envies de s'impliquer qui sont furtives. Il faut les saisir au vol et puis les convertir en engagement durable. Et la meilleure façon de faire ça, c'est vraiment de donner un retour sous quelques jours aux personnes. Nous, par exemple, les membres qui diffusent des offres sur notre plateforme, on leur recommande de répondre en maximum 2 semaines. Et dès qu'en interne on a des besoins et qu'on recrute des bénévoles, c'est vraiment on répond très vite aux candidatures et puis on voit que ça marche. Si on répond à une personne en quelques jours, très souvent on va arriver à convertir en engagement réel. Puis finalement, une fois que vous avez répondu rapidement, voilà, bien veiller à soigner la première rencontre, à prendre le temps de connaître la personne en face de vous. C'est sûr que c'est important de lui donner la juste idée du rôle et de l'équipe, mais parlez pas juste de vous. Laissez-lui un peu la place aussi pour voir comment, à qui vous avez affaire et si la personne comprend bien aussi dans quoi elle se lance. Puis finalement, il s'agit de valider ou non le fit. Donc, essayez de fixer vos critères de sélection bien en amont. Comme ça, vous avez une petite grille à laquelle vous vous tenez quand vous rencontrez la personne. C'est possible, par contre, si vous voyez que tous vos critères sont pas remplis, c'est possible de réorienter vers un rôle plus adapté si vous en avez d'autres pour lesquels vous recrutez. Pas hésiter à faire des petites transitions. Des fois, un bénévole va appliquer pour un rôle, puis c'est pas le bon rôle pour cette personne, mais il y a peut-être d'autres opportunités chez vous qui l'intéresseront tout autant. Et là, j'ai mis un dernier petit point sur la vérification d'antécédents judiciaires. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît la plateforme jebénévole.ca qui est une plateforme créée par la Fédération des centres d'action bénévoles du Québec et ça vous permet de faire des vérifications d'antécédents judiciaires gratuitement. Donc, il faut s'enregistrer au préalable sur la plateforme, mais c'est gratuit pour les OBNL. Et ensuite, ça simplifie vraiment beaucoup le processus, c'est beaucoup plus rapide que si vous passez par le SPVM ou des choses comme ça. En général, en quelques jours, vous avez le retour et c'est aussi un peu moins laborieux pour vos bénévoles. Il y a un formulaire à remplir quand même avec les adresses des dernières années. Donc ça, c'est la partie un peu laborieuse pour la personne. Mais ensuite, vous pouvez leur envoyer par courriel et vous recevez une réponse. Vraiment, en général, c'est sous 3 jours. Donc, c'est vraiment rapide. Après, selon le volume de bénévoles que vous avez, ça peut être un peu plus. Mais je vous encourage à regarder de ce côté-là si c'est une tâche sur laquelle vous avez besoin d'optimiser vos processus. Donc là, on va passer à la question de l'encadrement. Je m'excuse, je pense que je vais peut-être déborder de 5-10 minutes parce que je m'aperçois que j'ai mis beaucoup l'emphase sur le recrutement. Bon, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de quitter avant ça, c'est bien sûr tout à fait compréhensible. Donc pour l'encadrement, on va se concentrer sur l'intégration, les différents niveaux de supervision à envisager, comment former les bénévoles et puis comment fournir de la rétroaction, qu'elle soit positive ou constructive. En avant. Donc, petite question que je vous encourage à vous poser quand vous êtes à la veille de rencontrer une personne et de l'intégrer dans votre équipe. Donc, en admettant voilà, que vous avez déjà fait les premières étapes du recrutement.
assurez-vous que pendant les 15 premières minutes, votre bénévole ne sera pas perdu. C'est 15 premières minutes sur lesquelles va se jouer beaucoup de l'impression de votre organisme. Donc, on veut que le bénévole sache où aller, qui est-ce qu'il rencontre, quelles sont les tâches pour la journée, et puis pourquoi tout ça contribue à votre mission au sens global. Donc, ça, c'est des points sur lesquels il faut être vraiment solide afin de créer une première bonne impression et faciliter le retour de votre bénévole le lendemain ou la semaine d'après plutôt. Donc, au niveau de l'accueil et de l'orientation, je dirais que voilà, on a 3 objectifs clés. Ça va être créer un accueil qui est chaleureux, mais aussi développer un lien rapidement avec l'organisme. On veut faire sentir à la personne qu'elle rejoint non pas juste un rôle bénévole, mais une communauté. Et puis, on veut aussi quand même structurer tout ça. C'est du bénévolat, c'est pas comme un emploi, mais il y a des responsabilités et c'est important de les faire bien prendre en compte par la personne qui s'apprête à s'engager. Donc, pour ça, rien de tel que de prévoir un petit contrat bénévole. Si vous en avez pas, vous pouvez aussi nous solliciter. On a des modèles qu'on peut diffuser. Ça va être aussi de bien faire comprendre les valeurs de votre organisme si vous avez une charte des valeurs par exemple que vos bénévoles peuvent s'engager à signer dès le début. Ça peut être un outil très précieux dans les cas de conflit. Après, vous pouvez revenir à la charte et vous avez quelque chose de concret sur lequel vous appuyez. Donc voilà un petit peu les étapes de l'accueil et de l'orientation sur lesquelles on va passer rapidement. Donc apprendre à connaître la personne, présenter l'organisme, ses valeurs, son histoire, présenter les personnes contacts, à qui je me réfère si j'ai un souci, à qui je me réfère si j'ai un conflit avec quelqu'un, avec un autre bénévole, avec un membre du staff. Il faut que ces données-là, elles soient très rapidement communiquées. Et puis on présente l'équipe aussi. Souvent, il va y avoir un lien plus fort entre les bénévoles et leurs gestionnaires directs, mais c'est quand même important de prendre le temps de présenter les autres visages de l'organisme et puis les bénévoles qui sont peut-être dans d'autres rôles aussi. Mais ça va favoriser à nouveau le sentiment de créer une communauté. Et puis ensuite, évidemment, on rentre dans le concret, préciser le détail de rôle et des tâches et des étapes de la suite. Donc voilà, là-dessus, je pense que c'est relativement clair. Donc je vais passer à la suivante, qui est peut-être un point un peu plus sensible parce qu'on n'a pas toujours le même niveau de supervision qui est requis selon les tâches. Donc, je ne sais pas, vous, par exemple, est-ce que vous avez des bénévoles qui sont plutôt en action en groupe ou plutôt en individuel, en dehors des locaux de l'organisme? Est-ce qu'il y en a qui veulent parler, par exemple, de leur expérience en supervision pour des personnes qui sont principalement bénévoles en dehors de l'organisme, qui vont effectuer leurs tâches en dehors des locaux? Est-ce que vous avez des façons particulières d'assurer une supervision pour ces personnes-là en dehors de l'organisme? Je vais y aller pour moi. Oui. Je fais presque toujours un retour avec soit la direction de l'endroit ou les personnes qui ont supervisé les bénévoles lors des événements. On fait toujours un retour sur comment ça s'est passé. Est-ce que il y a eu des choses positives, négatives? Donc, c'est très important de le faire. Ça nous permet aussi d'apprendre à connaître nos bénévoles parce qu'on n'est pas toujours sur place avec eux, justement. Ouais. Oui, c'est une belle méthode, effectivement. Et oui, un point important, c'est pas parce qu'on n'est pas proche des bénévoles pendant leurs tâches que du coup, il faut se délester de cette responsabilité. C'est vraiment crucial d'avoir une façon d'avoir du feedback sur l'implication des personnes. Et donc ça va varier effectivement selon le contexte du bénévolat et selon aussi le type de tâche. C'est sûr que si on a un rôle qui est en contact direct avec une clientèle vulnérable, c'est pas le même niveau de supervision qui s'applique que pour des rôles où il n'y a pas ce contact-là.
Ça va aussi donc mener à différentes politiques et procédures que vous pouvez mettre en place en interne. Donc ça, c'est un champ sur lequel ça peut être difficile de se positionner. N'hésitez pas si vous avez des questions après ce petit webinaire à ce sujet sur vos cas spécifiques. Un autre point sur lequel je voulais venir dans la question de l'encadrement, donc ça va être la formation. Comment on forme ces équipes pour notamment la cuisine. Là, on est dans le domaine de la sécurité alimentaire aujourd'hui. Donc, un point sur lequel nous, on a fréquemment des petits enjeux, ça va être la formation en hygiène et salubrité. Alors, c'est sûr que c'est pas requis pour l'intégralité des bénévoles qui s'impliquent en cuisine, mais c'est important d'avoir toujours quand même un minimum de bénévoles qui ont les bonnes bases et qui sont en mesure de guider les autres éventuellement, ou alors avoir un membre de votre staff qui est directement en rôle de supervision dans la cuisine, mais c'est pas toujours possible le cas. Donc là, ce que je voulais mettre à votre en ligne de mire, ça va être la formation de gestionnaire en aide alimentaire. Donc, c'est une formation qui est offerte gratuitement pour les OBNL par l'ITHQ. Elle est aussi offerte par le MAPAC, mais l'ITHQ, il la propose en ligne et puis on peut la faire à son rythme. Donc, ça peut être quelque chose que vous proposez à des bénévoles d'expérience, mais qui l'ont pas forcément suivi, ou des gens qui ont un certain leadership dans votre équipe de bénévoles et puis qu'il serait important d'outiller en la matière. Pour vos autres bénévoles, ceux qui sont là de manière un peu plus ponctuelle ou qui sont plus nouveaux, c'est pas nécessaire qu'ils suivent 14 heures de formation. Vous pouvez à ce moment-là prévoir plus une formation en interne ou alors un petit budget formation à l'externe pour des formations plus courtes. Il y a des formations de 3 heures avec l'ITHQ qui donnent juste un petit aperçu des bases. Vous pouvez aussi prévoir une checklist qui serait dérivée de la formation de gestionnaire en aide alimentaire, enfin gestionnaire d'établissement alimentaire en aide alimentaire. Vous pouvez prévoir une petite checklist qui extrait les points essentiels de ces 14 heures pour que ça soit plus digeste pour tout le monde et puis diffuser ce contenu-là à vos nouveaux bénévoles pour s'assurer d'avoir au moins une base commune pour tout le monde. Parce que les inspections, de ce que j'observe dans le réseau de nos popotes roulantes, se font de plus en plus fréquentes par le MAPAC, donc vous ne voulez pas être pris en mauvaise posture à ce niveau. Et puis même pour les personnes qui ont suivi une formation il y a un moment donné, c'est toujours important aussi de rafraîchir les connaissances de temps en temps. Donc, pas hésiter aussi à mettre l'emphase là-dessus à une certaine fréquence pour vos anciens. Dernier axe de l'encadrement, ça va être la rétroaction. Une fois que vous avez identifié soit quelque chose de positif, un bénévole qui s'implique de manière vraiment très investie ou qui va au-delà de la tâche ou qui fait simplement un très bon travail, qui est très engagé, sur qui vous savez que vous pouvez compter depuis quelque temps, mais le prenez pas pour acquis. N'hésitez pas aussi à prévoir un temps où vous offrez cette rétroaction à la personne et vous valorisez son implication. Et puis évidemment, la rétroaction, c'est aussi intervenir dans les cas où vous avez des petits conflits ou des tâches qui sont faites sans suivre les règles que vous avez données en amont. L'important, c'est peut-être d'agir le plus rapidement avant que la situation dégénère, dès que vous observez des petites choses, ce qui peut aider à enlever le stress aussi au niveau de cette rétroaction, parce qu'on peut des fois être un petit peu hésiter à faire des commentaires sur l'implication bénévole des personnes, mais c'est quand même important de le faire. Donc, vous pouvez vous prévoir des échéances comme ça. C'est pour tout le monde pareil. Après 3 mois d'implication, après 1 an d'implication, il y a une rencontre, soit individuelle, soit en groupe avec vos gestionnaires de bénévoles pour faire le point sur comment ça se passe et puis entendre aussi le retour de votre bénévole qui, lui aussi, va avoir des observations à vous faire. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Mais c'est important de l'intégrer quelque part dans le parcours de vos bénévoles, en tout cas. Et là, on va faire un dernier petit point sur la fidélisation. Donc, celui-là, il est beaucoup plus court.
Je savais que rendu là, je manquerais un petit peu de temps pour vous dire tout ce que j'ai à vous dire. Donc en matière de fidélisation, j'aurais peut-être une question pour vous là, si vous pensez à vos bénévoles les plus anciens ou anciennes. Qu'est-ce qui fait que ces personnes-là restent chez vous, à votre avis? Pourquoi vous arrivez à les retenir plus que d'autres? Là, c'est le moment où on parle de success stories en matière de fidélisation. Qu'est-ce qui marche bien? On a parlé déjà tantôt un petit peu dans le cadre des événements, voilà, qu'il y avait du lien qui se créait et que c'était cette dimension sociale qui permettait de revenir. Mais est-ce qu'on a d'autres points? Oui, Kiné? Moi, je dirais, c'est sûr que nous, c'est un centre pour les aînés, c'est de 50 ans et plus. Il y a des gens qui sont bénévoles ici depuis comme 10, 15, 20 ans, qui continuent à venir. Puis, je pense, c'est le sentiment d'appartenance, l'attachement à la communauté, à l'établissement, même que le Chinois, à un moment donné, s'était déplacé pendant un an et est revenu dans le quartier. Mais je pense que c'est le gros sentiment de communauté qui a été construit à travers les décennies avec le centre. Ok, d'accord. Ouais, donc on revient à cette idée vraiment du lien social. C'est vrai que voilà, c'est aussi un besoin de plus en plus ou une attente ou une motivation chez les bénévoles de retrouver ce lien-là. Moi, je dirais aussi mais vraiment comme un attachement aussi émotionnel à l'endroit aussi. Ok. Est-ce que vous avez des espaces particuliers pour les bénévoles qui sont aménagés, une petite salle ou des coins où ils peuvent se retrouver qui sont plus à eux? Non, on n'a pas l'espace pour. Fair enough. Parce qu'on a aussi, on a comme une programmation d'activités à chaque saison. Fait qu'on a des salles, on a des locaux. Puis, les locaux sont utilisés pour les activités. Fait qu'il y a comme un horaire aussi. Puis, le mélange avec le bénévolat. Puis, fait que les salles sont très utilisées aussi. D'accord. Ok, merci pour votre partage. Donc là, si j'essaie de vous donner quelques petits tuyaux maintenant sur les différents profils que vous êtes amenés à fidéliser parmi vos bénévoles. Donc évidemment, chaque personne est unique et a ses propres motivations, mais si on essaie de faire des petits regroupements, on peut se retrouver quand même certaines tendances, donc notamment chez les aînés. Donc voilà, pourquoi on voudrait garder des personnes aînées, c'est parce que voilà, elles ont une expérience à apporter, donc c'est important de valoriser aussi cette expérience, de leur faire sentir qu'elles peuvent avoir un rôle de mentor, qu'elles peuvent contribuer à la stabilité de l'organisme aussi grâce à la stabilité de leur implication. Donc souligner ces aspects-là, ça peut être un moyen de leur faire prendre conscience de la valeur de leur implication. Au niveau des jeunes, on va être sur des profils qui ont besoin d'une grande flexibilité, avec des horaires de cours qui vont changer d'une session à l'autre, mais qui peuvent vous apporter beaucoup en termes de diffusion sur les réseaux sociaux, de redynamisation un petit peu de vos communications. Si vous avez personne pour faire des photos, des vidéos, des témoignages de vos usagers ou des autres bénévoles, pensez peut-être à des petits projets comme ça pour des jeunes. Ça peut vraiment débloquer les choses si on est sur quelque chose qui est circonscrit dans le temps, avec un début et une fin pas trop distantes l'une de l'autre. Au niveau des nouveaux arrivants, là, on va être face à des personnes qui ont plein d'enjeux d'un coup à régler: logement, recherche d'emploi, démarches administratives, démarches d'immigration, accès à la RAMQ, remplacement du permis de conduire. Donc, il faut aborder ces personnes-là aussi avec une certaine ouverture à la flexibilité, en se disant peut-être que je vais les fidéliser sur le temps long, c'est mon objectif, mais peut-être que je serai aussi une base d'ancrage temporaire et puis c'est ok. Peut-être qu'ils reviendront après quelques mois, peut-être qu'ils s'impliquent au début quand ils sont en recherche d'emploi, puis après vont trouver un emploi et peut-être qu'une fois qu'ils se sont stabilisés dans leur routine, là ils vont dégager du temps à nouveau pour le bénévolat. Donc ça rejoint un petit peu la catégorie des chercheurs d'emploi à ce niveau-là.
dites-vous que peut-être que la personne, oui, elle est en recherche, elle va être disponible que 3-4 mois, mais peut-être qu'un jour elle repensera aussi à quel point cette expérience bénévole, elle a été un petit tremplin dans son parcours et qu'elle va vouloir redonner à un moment qui est plus opportun aussi. Donc c'est important de garder le lien de différentes façons. Ça peut être notamment en prenant un petit peu des nouvelles ou en invitant vos bénévoles de l'année lors d'événements de reconnaissance, par exemple. Invitez peut-être pas juste les bénévoles actuels, invitez ceux qui étaient impliqués il y a quelques mois aussi. Ça fera des fois une petite piqûre de rappel et ça la ramènera peut-être à bord du bateau. Dans le cas des chercheurs d'emploi aussi, essayer de valoriser autant que possible leur implication pour les propulser aussi dans leurs recherches. Donc, ça va être des lettres de référence, des recommandations sur LinkedIn aussi, des choses qui sont visibles, qui vont leur donner aussi de la matière pour leur parcours de vie. Donc voilà un petit peu des conseils que je peux vous donner selon les différentes clientèles. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont un profil qu'ils cherchent plus particulièrement à attirer en ce moment. Ou est-ce que c'est assez large dans votre recrutement? Vous êtes assez ouvert à tous les profils finalement? Moi, j'avais le côté un peu plus corporate. Ah, les corporatifs. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Donc, le bénévolat corporatif, souvent, on va être avec des personnes qui s'attendent à s'impliquer qu'une fois dans l'année, dans des activités de team building. Donc là, on est vraiment dans la recherche d'une activité qui peut se faire en grand groupe, et sur une base très ponctuelle. Mais au CABM, ce qu'on essaie de faire, c'est aussi de changer un peu cette mentalité-là dans le monde de l'entreprise et de leur faire comprendre le besoin du milieu communautaire, c'est pas juste de te voir une fois par an, ou une fois par vie, c'est plutôt d'avoir un soutien un peu plus régulier. Donc, par exemple, on essaie d'approcher des entreprises pour que chaque mois, elles aient des employés qui s'impliquent dans le même organisme. Donc c'est tout un travail. On est qu'au début du processus de changement de mentalité à ce niveau. Mais je dirais que si vous avez des tâches qui se prêtent bien à des corvées comme ça en grand groupe, là ça peut être pas mal de mettre en place un partenariat avec une entreprise du secteur aussi. En général, ce qu'on observe pour l'instant, c'est que c'est quand même des entreprises d'assez grosse taille qui vont avoir la capacité de payer des employés pour que sur leur temps de travail, ils aillent faire du bénévolat. Donc voilà, beaucoup de banques, beaucoup de banques, assurances. C'est souvent dans ces milieux-là qu'on va les trouver. Mais après, n'hésitez pas quand les personnes viennent à creuser un peu quelle est leur compétence, leur spécialité, pardon, et peut-être garder le contact pour des projets ponctuels ou de l'appui dans certaines tâches. Mais voilà, il faut que ça reste sur une base ponctuelle pour les entreprises, malheureusement. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais ouais, c'est tout un travail. Mais nous, on a un département qui planche sur le sujet. Donc, n'hésitez pas aussi, si vous êtes intéressé à recevoir des entreprises, à nous contacter pour que nous, on vous réfère les nombreux groupes qui nous approchent pour des activités de team building et implication bénévole. Moi, ça m'intéresserait beaucoup. Est-ce qu'il faut que je passe par toi, Sève? Ça serait par ma collègue, mais tu peux m'écrire et puis je vais marquer les coordonnées du CABM tantôt à la fin de présentation, donc tu pourras écrire directement à cette adresse-là. Super, merci beaucoup. Et donc voilà, je vous disais fidéliser différents profils, mais dans tous les cas, vous êtes en sécurité alimentaire, n'hésitez pas à vous en servir, à miser sur le pouvoir rassembleur de la nourriture pour créer des petites occasions conviviales pour vos bénévoles. Ça peut être aussi simple que avoir un petit temps avant le début des shifts où vous rassemblez vos bénévoles autour d'un petit goûter. C'est quelque chose, par exemple, quand je travaillais à Centropole Roulant, qui se faisait bien. Les bénévoles arrivaient un petit peu avant leur shift et puis il y avait toujours des desserts qui restaient des préparations du jour et puis ils pouvaient se servir, prendre un petit thé, un petit café, discuter entre eux, et je pense que ce temps-là
de rencontre entre les bénévoles avant le moment du bénévolat en tant que tel, c'était vraiment quelque chose qui facilitait aussi la rétention. Et petit mot de la fin, voilà, donc fidéliser différents profils. Les organismes qui réussissent à recruter et à fidéliser sont souvent ceux qui conçoivent l'expérience bénévole avec autant de soin qu'ils conçoivent leur service aux usagers. Donc voilà, je vous laisse sur cette petite pensée pour vous encourager à mettre autant d'efforts pour vos bénévoles que pour les missions qu'ils vous aident à accomplir. Les uns marchent avec les autres. Puis finalement, donc une petite question pour vous. Est-ce qu'il y a une chose qui est ressortie pour vous de la présentation où vous dites « Ah ben ça, au niveau soit du recrutement, soit de l'encadrement, soit de la reconnaissance de vos bénévoles, j'aimerais le mettre en place dans les prochains mois ou je vais essayer ». On a eu tantôt une mention par exemple de la liste d'appels. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous dites « Ah, oui, Myriam, pardon, j'avais pas vu que tu avais la main levée, excuse-moi ». Ah, je t'entends pas. Moi, c'était plus pour les formations que j'aimerais savoir. Est-ce que c'est toi, Sève, pour les formations? Alors on a des formatrices attitrées à certains sujets. Donc on a des formations qui vont dans le détail du recrutement, de l'encadrement et de la reconnaissance en différents modules. Comme ça, c'est bien digeste et puis ça permet d'aller vraiment en profondeur. Là aujourd'hui, je vous donnais un petit peu une overview des bonnes pratiques qu'on peut recenser, mais il y a vraiment possibilité pour aller plus en détail pour chacun des axes. Puis des formations pour les bénévoles également? Pour les bénévoles, pas encore. Ce qu'on fait, nous, c'est des sessions d'information où on sensibilise aux responsabilités qu'il y a derrière un bénévolat et puis on essaie de mettre en avant les rôles qui ont des besoins dans la communauté. Mais on parle plus de sessions d'info que de formation pour les bénévoles. De formation, OK. Parfait, merci. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc là, je vous ai mis à la fois nos coordonnées, donc le Centre d'action bénévole de Montréal. Vous pouvez nous appeler ou nous envoyer un petit message à la boîte info. Ça nous fera plaisir de vous orienter, donc que ce soit pour les formations ou pour le bénévolat d'entreprise ou des problèmes que vous rencontrez en interne avec lesquels vous avez le sentiment d'avoir besoin d'une nouvelle perspective ou de réfléchir un petit peu à plusieurs cerveaux, n'hésitez pas, on est aussi là pour ça. Et je vous encourage aussi à contacter votre centre d'action bénévole local, Accès Bénévolat, notamment pour la diffusion de vos annonces, parce que c'est sûr que si vous êtes dans un territoire comme par exemple Pointe-aux-Trembles, nous on n'a pas beaucoup de bénévoles sur notre plateforme qui vont être aussi loin dans l'Est. Donc vous aurez peut-être plus de succès en affichant chez Accès Bénévolat ou en tout cas en considérant les deux plateformes aussi. Donc n'hésitez pas à les contacter, ils sont aussi une super équipe qui peut vous renseigner là-dessus. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Bonne journée tout le monde. Merci, bye bye.